Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morizot. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles, toujours en direct sur Sud Radio. Comme chaque semaine, vous le savez, nous sommes aussi en live vidéo sur sudradio.fr et dès la fin de l'émission, vous pourrez nous revoir en replay depuis la chaîne YouTube de Sud Radio. Nous sommes ensemble pour 1 heure avec, comme chaque semaine, un invité hautement incorrectible. C'est parti pour les Incorrectibles. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morizot. Alors notre invité aujourd'hui nous fait le plaisir de revenir dans cette émission. Nous avions en effet déjà eu le plaisir de le recevoir. C'était il y a 2 ans, plein mouvement des Gilets jaunes dont il était le porte-parole dans sa ville de Rouen. Il vient nous présenter son nouveau livre, Manuel d'émancipation politique, intitulé cette fois « Reprendre le pouvoir », paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Il est aussi à l'origine d'une nouvelle chaîne YouTube, Praxis, il nous dira pourquoi. Nous allons donc parler ensemble des thèmes qui lui sont chers, néolibéralisme, Union européenne, propagande médiatique, restriction des libertés, en bref, comment reprendre le pouvoir. François Boulot, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de votre livre, en effet, c'est titre « Reprendre le pouvoir », là ça y est, j'ai bon, qui est un titre pour le moins explicite. Il paraît donc aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, ce livre, François Boulot, c'est l'histoire de votre combat, depuis la sortie de ce que vous avez nommé votre coma politique. Vous attachez à déconstruire le néolibéralisme pour proposer une nouvelle lecture de la situation politique actuelle. Ce coma dont vous parlez, c'est la crise des Gilets jaunes qui vous en a sorti ? Non, c'est pas la crise des Gilets jaunes. Alors, juste avant de répondre à votre question, je voudrais faire une espèce de mise au point. Je voudrais dire que c'est peut-être l'un de mes derniers passages médias avant un bon moment. Ah oui. Oui, parce que, si vous voulez, bon, j'apprends rien, je l'anticipais, mais moi, ça fait des mois, depuis les Gilets jaunes, depuis que je suis apparu, publiquement, on va dire, j'ai joué les règles du jeu, j'ai été raisonnable, sérieux, poli, avec tous les journalistes, j'ai accepté des émissions de 5 minutes, même en me faisant un peu maltraiter, etc., etc. J'ai tout accepté. Je suis pas raciste, je suis pas antisémite, je suis pas complotiste, je suis rien du tout. En tout cas, on m'a jamais accusé de tout ça, fort heureusement. Et pourtant, je suis pas invité. Je suis pas invité quasiment dans aucune émission. Là, vous êtes invité. Là, oui, bien sûr, parce que Sud Radio, effectivement, c'est l'un des derniers îlots de liberté qui existent encore dans le pays, où on peut encore faire entendre une parole contradictoire. Merci de le souligner. Mais sinon, dans le reste des grosses émissions, non, ça n'est pas le cas. Et en fait, on ne peut plus rien dire dans ce pays. Alors ça, on l'entend beaucoup. En fait, on ne peut plus rien dire d'intelligent dans ce pays. Voilà ce qui se passe. Si vous critiquez les dogmes économiques qu'on applique depuis 30 ans, vous ne passez pas dans les médias. Si vous critiquez l'Union européenne, vous ne passez pas dans les médias. Si vous critiquez les médias, alors évidemment, vous ne pouvez pas passer dans les médias. Et puis si vous assumez effectivement de dire une vérité crue, la France n'est plus une démocratie, alors vous ne passez pas dans les médias. Ah, la France n'est plus une démocratie. Non, mais la France n'est plus une démocratie. Alors je ne suis pas en train de dire que la France c'est une dictature, mais bon, on est quelque part entre les deux, et la dynamique c'est quand même plus d'aller vers la dictature que vers la démocratie. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique. La dynamique, on voit bien qu'elle est plutôt à la restriction des libertés, qu'à libérer la parole dans ce pays. Et donc, pour poser le cadre tout de suite, et c'est ce que je fais dans le livre, je déconstruis effectivement le système néolibéral autour d'une métaphore. La métaphore, c'est quoi ? C'est qu'on a la prison des esprits, c'est le dogme économique du néolibéralisme. Ensuite, on a la prison institutionnelle qui est l'Union européenne. Puis ensuite, on a les gardiens de prison. Les gardiens de prison, c'est quoi ? C'est les médias et l'État qui ont été colonisés par le pouvoir économique, alors seuls pour défendre leurs intérêts. Et donc, ils ont capté le pouvoir. Donc, pourquoi reprendre le pouvoir ? Parce que le peuple ne l'a plus. Qui a le pouvoir effectivement dans ce pays ? C'est ce qu'on appelle les classes dominantes, la bourgeoisie, les élites au choix, mais en clair, c'est le pouvoir économique, c'est les 0,1 ou les 0,01% les plus riches. Alors, on va en parler plus en détail et de ce livre, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a réveillé précisément ? On parlait de coma. Moi, si vous voulez, je pars de loin parce que j'ai voté oui en 2005 à la Constitution européenne et j'ai voté Nicolas Sarkozy en 2007. Donc j'avais 19 et 21 ans. Et je le reconnais en toute humilité. Vous aviez coché toutes les cases ? Oui, ben voilà, j'étais dans le mainstream, etc. J'étais ignorant. J'étais jeune et j'étais ignorant. Je dis que j'étais dans le coma politique. Voilà, je m'intéressais à la politique, un peu comme monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que je regardais l'émission de télé, mainstream pour le coup. Je m'intéressais à la personnalité des candidats. J'essayais de les psychologiser en me disant, tiens, celui-là, il a l'air compétent. Celui-là, il a l'air dynamique. Oh non, celui-là, il me paraît mou. Il me paraît pas sérieux. Il me paraît pas honnête. Oh, et puis à
un moment donné, je me suis rendu compte que tout ça, ça me menait pas vraiment dans un endroit précis. Je comprenais pas plus ce qui était en train de se passer. Puis j'ai commencé à m'intéresser aux idées. Et je suis parti notamment de cette impasse intellectuelle, je dirais, où on nous explique d'un côté qu'on a la dette, donc on n'a pas d'argent, donc de toute façon on peut pas améliorer les services publics, on peut pas non plus baisser les impôts peut-être pour les petites et moyennes entreprises. Et puis d'un autre côté, on peut pas augmenter les impôts pour les plus riches parce que sinon, mon Dieu, ils s'en vont, ils vont quitter le pays et l'économie va s'effondrer. Donc en fait, on n'a pas d'argent puis on peut rien changer. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis j'ai découvert l'arnaque du chantage à la dette publique, la manipulation qui est faite autour de ça. J'ai découvert les mécanismes de la création monétaire et donc ça m'a amené sur l'euro, ces mécanismes. Et puis donc l'Union européenne et le marché unique et le libre-échange. Et puis du coup, en étudiant notamment l'économie, je me suis aperçu que depuis 30 ou 40 ans, on est totalement dans une idéologie, non pas un pragmatisme, mais une pure idéologie qui est au service, effectivement, de ce que je nomme les ultra-riches. Et donc, je dis que le néolibéralisme aujourd'hui, c'est les ultra-riches c'est le régime des ultra-riches qui a servi les peuples et détruit la nature. Voilà le régime dans lequel on se trouve. Et j'ai ensuite essayé de déconstruire le néolibéralisme, non pas de manière conceptuelle, mais pour les effets qu'il a produits dans la tête des gens. Qu'est-ce que les Français aujourd'hui pensent et quel a été l'impact du néolibéralisme sur eux? En fait, ils croient en des dogmes, il y en a 5. Oui, alors c'est ça, on va les lister. Enfin, si vous voulez, vous pouvez le faire vous également, puisqu'on les retrouve dans votre livre. Alors, le premier, c'est il faut générer de la croissance pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Petit 2, il faut privilégier la concurrence et le secteur privé qui produit des richesses, car l'État est mauvais gestionnaire et gaspille l'argent public. Petit 3, il faut réduire les dépenses publiques, car la France est en faillite. Petit 4, il faut réduire les impôts, car ils font fuir les plus riches. Enfin, 5, il faut flexibiliser le marché du travail car le coût du travail est trop élevé en France, le droit du travail trop punitif pour les employeurs et les chômeurs trop paresseux pour chercher un emploi. En quoi il faut nuancer, comme vous le dites, ces dogmes? Si vous voulez, ils sont faux. C'est des idées reçues. Ils sont tous faux. Ce sont des poncifs qui sont véhiculés en permanence par les hommes politiques, enfin les dirigeants politiques, on va dire, par les journalistes, par les éditorialistes. Ils sont faux. Et donc, il faut s'appliquer à les déconstruire. Et je le dis, il n'y a pas une seule de ces idées reçues à laquelle je ne croyais pas moi-même, il y a 10 ou 15 ans. Donc, oui, parce que d'apparence, il faut générer de la croissance pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Ça paraît plutôt du bon sens, non? En fait, là où il y a une manipulation, c'est qu'on nous dit que c'est le seul moyen. Non, vous avez un autre moyen, c'est de répartir autrement la richesse qui est produite. Et parce qu'effectivement, pour augmenter le pouvoir d'achat moyen des citoyens, la moyenne, oui, il faut augmenter la croissance. Mais si on considère qu'il y a des gens là, qui gagnent 1 million d'euros par mois ou 10 millions d'euros par mois, et que peut-être... Ou 5 000 euros par seconde, comme le disait Yvan Le Bolloc ici, voilà. dont un extrait a été publié là récemment, qui d'ailleurs mettait en avant votre livre et qui a été très très fortement repris. Partagez son point de vue. Bien sûr, à un moment donné, il y a beaucoup d'arguments qui vont contre cette possibilité d'accumulation sans limite des richesses. Le premier, il est moral. En quoi on justifie qu'on puisse gagner des sommes 2000, 3000 fois supérieures à celui du commun des mortels? Est-ce qu'il y a des gens sur cette planète qui ont des besoins 2000 ou 3000 fois supérieurs à d'autres êtres humains? Non. Deuxièmement, et là c'est un argument purement pragmatique, c'est sur le fonctionnement général de l'économie. C'est parasitaire parce que ces gens-là gagnent tellement d'argent que l'épargne qu'ils ont, ils le stockent, ils ne l'investissent plus dans l'économie, ils n'investissent pas, ils ne consomment pas, ils le placent parce que c'est là où il y a la plus grande rentabilité, ils le placent dans les marchés financiers. Et donc ils font fructifier leur capital, leur patrimoine de cette manière, mais du coup c'est de l'argent qui ne revient jamais dans l'économie réelle parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les marchés financiers ne financent pas l'économie réelle. C'est dérisoire en fait le volume d'argent qui va trouver à s'investir dans l'économie. Le reste, ce n'est que de la pure spéculation. Pour au moins 97% de l'argent qui tourne dans cette bulle financière, ça n'est que de la spéculation. Donc on est en train d'atrophier l'économie réelle. Et donc ça donne quoi? Ça donne qu'on est en train de pourrir l'activité de toutes les petites et moyennes entreprises, notamment dans ce pays. Mais ça, c'est un phénomène effectivement qui est plus global, tout simplement parce que en plus, elles se retrouvent en position de faiblesse par rapport à des grosses entreprises et que c'est les grosses entreprises et leurs actionnaires qui captent donc tout l'argent et qui ensuite derrière vont pouvoir épargner, placer ça dans les marchés financiers. Donc oui, il doit y avoir une limite à l'accumulation des richesses. Alors après, discutons-en. Mais moi, je dis par exemple, écoutez, que les salaires les plus élevés dans une société, ils soient à 10 ou 30 000 euros par mois. Très bien.
Pourquoi pas? On peut en discuter. Mais à partir de 100 000 ou 1 million d'euros par mois, là, je commence à dire non. Puis vous ne parlez pas des dividendes. Mais là, en fait, je parle de tout. Les revenus, je parle de tout revenu cumulé. Je pense que ça doit être un débat ouvert. Oui, mais on peut vous rétorquer à ça, François Boulot, que c'est aussi un peu démago, parce que c'est vrai que vous n'allez pas aller contre, c'est le mouvement, on va dire, mondialiste, ça, qui fait qu'aujourd'hui, c'est le capitalisme, quoi. Mais précisément, en fait, le problème, c'est que si vous voulez, le capitalisme, si on ne le régule pas, il donne lieu à une explosion des inégalités et en termes de répartition de richesse, on assiste à ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans. Mais là, on va vous rétorquer à ça qu'ils ont des responsabilités que n'ont pas peut-être le commun des mortels. Quand on dirige un groupe, peut-être, je pense à quelques capitaines d'industrie mondiaux, ils ont des responsabilités c'était ce que colossales. Je disais. On ne peut pas me justifier qu'on apporte une valeur ajoutée 2 ou 3 000 fois supérieure à celui d'autres personnes qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler à l'usine. Ça ne vaut pas 2 ou 3 000 fois plus. Ça déjà, non. Ensuite, en plus, si on va sur les capitaines d'industrie, etc., ils sont beaux, nos capitaines d'industrie en France. Franchement, c'est super. On a vu... Quand ils restent en France. On a une désindustrialisation massive en France depuis des années et des années. Ils font quoi, nos beaux dirigeants du CAC 40 ? Ils font que de délocaliser. Parce que de toute façon, comme on s'est mis dans le libre-échange, et notamment avec l'Union européenne, leur boulot, c'est même plus d'essayer d'augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise pour conquérir des parts de marché, en créant de la valeur ajoutée, en étant à la pointe de la technologie. Non, leur boulot, c'est de réduire les coûts. Parce que ça, c'est le plus facile à faire. Réduire les coûts dans un système mondialisé de libre-échange, vous avez juste à délocaliser vos usines en Pologne. Vous avez des salaires qui sont 3 ou 4 fois inférieurs, avec des cotisations sociales qui sont aussi inférieures, parce que là-bas, le système de protection sociale, il n'est pas aussi, protecteur qu'en France. Donc voilà leur boulot. Alors c'est super. Ils ont des super rémunérations pour supprimer des emplois en France. C'est vraiment, effectivement, c'est vraiment mérité de telles rémunérations. Non, je crois qu'il faut arrêter avec ce fantasme-là. Puis d'ailleurs, je note que les dirigeants français, il n'y a personne. Un tout petit peu quand même. Non, les dirigeants français, en plus, il n'y a personne qui nous les pique. Ça, il n'y a pas de problème. Nos classes dominantes, nos élites, il n'y a personne qui nous les pique. Les seuls, en revanche, cerveaux qu'on nous pique, oui, c'est les ingénieurs. Ah oui, ça, les cadres, les ingénieurs, ceux qui travaillent notamment dans le numérique, oui, ça, ils partent. Mais c'est d'ailleurs le drame de la France. C'est qu'en fait, ces grandes entreprises, elles sont dirigées que par des énarques, que par des technocrates. Alors que, vous voyez, l'Allemagne, qui s'en sort quand même un peu mieux, ils ont mis des ingénieurs à la tête de leurs entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont mis des gens, en fait, qui connaissent l'activité réelle, l'activité industrielle et qui savent piloter des entreprises parce que, tout simplement, ils sont capables d'aller sur les chaînes de production et de voir qu'il y a un problème et que ça ne marche pas et comment on pourra le résoudre. Alors que quand vous avez des petits comptables, là, des directeurs administratifs et financiers qui sont tous à la tête des plus grosses entreprises, ils font quoi ? Ils raisonnent comme des comptables. Donc ils sont en train de vous dire là il y a trop de charges, donc c'est vrai que si on délocalise dans tel pays, ça va coûter moins cher et donc ça va augmenter les marges, donc ça va augmenter les dividendes parce que le type il est mandataire social et lui son boulot c'est d'apporter la meilleure rémunération possible aux actionnaires. Pourquoi dans notre pays sur les 10 années on est les deuxièmes en termes d'augmentation des richesses pour les plus riches et les plus fortunés. C'est-à-dire ils ont eu une augmentation de plus 439%. On est juste derrière la Chine. Donc on vient nous expliquer que la France c'est terrible pour les riches, on a des impôts qui sont trop élevés, etc. Non, mais eux, ils se portent très bien. Vous inquiétez pas pour eux, il n'y a pas de problème. Ils payent pas d'impôts. Alors c'est ça le drame en fait dans notre pays, c'est qu'on a une classe moyenne et une classe moyenne supérieure qui effectivement payent beaucoup d'impôts, qui voient que ces services publics, c'est en train de se dégrader continuellement, les hôpitaux, l'éducation, la justice, etc. Donc on se demande bien pourquoi on paye autant. Puis dans le même temps, on a les ultra riches qui eux font que de l'évasion fiscale, que de la fraude fiscale, délocalisent les grandes entreprises, placent leur argent dans les paradis fiscaux. Bon, mais ça c'est plus possible. Il va falloir arrêter avec ça. Et pour conclure, en fait, tout ça vient de cette théorie du ruissellement où on nous a expliqué qu'il fallait donner aux riches et que ça allait revenir à toute la société. Bon, écoutez, je crois qu'il y a quand même quelqu'un qui s'appelle Joe Biden, qui est le président des États-Unis d'Amérique et qui vient de le proclamer publiquement. La théorie du ruissellement, ça fonctionne pas et ça n'a jamais fonctionné. Donc peut-être qu'on peut en prendre acte. Peut-être qu'Emmanuel Macron pourra arrêter d'être bloqué dans les années 80 à poursuivre les politiques de Reagan et de Margaret Thatcher, se réveiller. On est au 21e siècle. Au 21e siècle, les États-Unis, qui ne sont pas le pays a priori le plus communiste de la planète, ils nous expliquent que oui, il va falloir arrêter avec le ruissellement, il va falloir taxer les plus riches, que les plus riches payent leur juste part parce que les inégalités sont beaucoup trop fortes et que c'est en train de déstabiliser nos sociétés démocratiques entre guillemets. Alors François Boulot, on ne va pas revenir aux années 80, mais on va revenir quand même un peu en arrière. Vous étiez, je le disais en introduction, l'un des porte-parole des Gilets jaunes. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ? Je crois, si vous voulez, que on partait de mon parcours d'émancipation, je dirais politique. J'ai travaillé sur les sujets économiques, institutionnels, européens pendant plusieurs années, de manière autodidacte.
Et puis est arrivé le mouvement des Gilets jaunes à un moment où justement ma pensée était devenue à peu près cohérente. Et donc c'est pour ça que j'y suis allé. Vous dites, je vous cite, j'ai lutté pendant des mois au sein du mouvement des Gilets jaunes, j'ai investi tout mon temps, toute mon énergie, tout mon cœur pour tous ceux qui se sont investis à corps perdu avec l'espoir de provoquer un changement. Le résultat est cruel, rien n'a changé, le même sort a été réservé à tous les autres mouvements de protestation, et je ne les cite pas, le sentiment de résignation s'est répandu dans la société. Oui, mais c'est évidemment le problème, c'est qu'on a eu une répression policière. Il n'a servi à rien, quoi, ce mouvement. Selon non, ça n'a pas servi à rien, au contraire. Mais à court terme, oui, on n'a pas gagné. À court terme, ça c'est sûr. Tout simplement parce qu'il y a une répression policière et judiciaire absolument inouïe qui s'est abattue, avec des médias qui ont protégé cette répression policière et judiciaire en disant quasiment pas un mot. Quand je dis les médias, c'est le système médiatique en général. Bien sûr qu'il y a eu des exceptions ici ou là. Sud Radio a permis à beaucoup de gilets jaunes de s'exprimer, par exemple. Mais dans beaucoup de médias, on ne parlait pas de violence policière, on ne montrait pas les images. Oui, alors pardon, je profite là un petit peu pour vous interrompre parce qu'on parle beaucoup de la police. Vous avez suivi les événements de ces derniers jours, ce meurtre effroyable à Avignon. Alors je ne fais évidemment aucun parallèle. Mais quand même, avec le recul, François Boulot, vous n'êtes pas à vous seul responsable de toutes ces critiques qui avaient été faites à l'encontre de la police. Avec le recul, quand même, vous culpabilisez pas un petit peu d'avoir participé justement à ces critiques particulièrement violentes à l'égard de ces forces de l'ordre dont on a bien besoin et à qui on manifeste notre soutien aujourd'hui, qu'en ont plus que jamais besoin. Moi, je peux avoir aucun regret puisque je n'ai jamais critiqué les forces de l'ordre. Moi, j'ai toujours défendu l'institution de la police en disant que, bien sûr, qu'il nous faut une police. Je ne fais pas d'amalgame, mais, mais c'est un métier. La plupart des représentants des Gilets jaunes n'y allaient pas par quatre chemins. Non, mais moi, j'ai tout le mépris qu'ils avaient de la politique des forces de l'ordre, certes la politique, mais quand même, c'était les forces de l'ordre qui étaient visées. Vous avez participé à dépopulariser ces forces de l'ordre. Non, je ne crois pas que ce soit nous qui ayons discrédité les forces de l'ordre. Malheureusement, il y a quelques policiers zélés, inconséquents, des brutes, qui, donc pas tous, quelques policiers qui sont des brutes et qui en manifestation se sont comportés comme des brutes. Quand on tire au LBD sur des gens innocents dans les yeux, c'est un comportement de sauvage. De sauvage. Quand on éborgne Jérôme Rodriguez, place de la Bastille. Quelques policiers. Eh ben oui, bien sûr. Mais sauf que le problème, si vous voulez, c'est que quand derrière vous avez un pouvoir politique qui protège ces policiers-là, avec une IGPN qui protège ces policiers-là, qui sont en train de déshonorer, d'abaisser l'institution, alors effectivement, malheureusement, ça rejaillit sur l'ensemble de l'institution. Mais c'est à l'institution de la police qui, à mon avis, a des gros problèmes, à la fois évidemment de moyens, ils n'ont pas assez de moyens, de problèmes d'une société qui est en train de se déliter parce qu'on a une pauvreté qui progresse, on a une situation économique et sociale qui est de plus en plus dégradée. Donc bien sûr que la violence... Ce délitement, ce terme-là que vous employez, c'est le même que celui que des généraux ont employé dans une tribune récemment. Il y en aurait peut-être même une autre en préparation au dire de valeur actuelle. Vous employez ce terme-là, la France est en train de se déliter. Oui, elle est en train de se déliter. Maintenant, si vous voulez, je suis assez surpris que dans cette tribune, on ne parle pas du tout de la situation économique et sociale. C'est quand même le point majeur. Moi, je voudrais dire aux gens, écoutez, bien sûr... Vous ne pensez pas que dans l'ordre des priorités, la sécurité, si je devais hiérarchiser, elle passe avant ? Eh ben, ça tombe bien parce que c'est tout le problème, c'est que bien sûr qu'il y a un problème d'insécurité, sauf que vous ne résoudrez jamais les problèmes d'insécurité si vous ne résolvez pas la crise économique et sociale. Ça, c'est pas possible. Résoudre le problème de l'insécurité... Les deux sont liés, selon vous. Mais évidemment que c'est lié. Écoutez, vous pouvez pas forcément, quand vous avez un chômage de masse, qui touche les jeunes en particulier. Évidemment que ça prospère la délinquance sur ce terreau-là. Si vous ne donnez pas de travail aux jeunes, et aujourd'hui, il n'y a pas de travail dans le pays, j'aimerais que les gens le comprennent, parce que c'est l'un des dogmes économiques que je combats, où on nous explique que les chômeurs, ils sont feignants. Mais attendez... ce trafiquant de drogue qui a assassiné je termine juste ce maçon à Avignon, ce Éric Masson, lui, c'est pas un problème de boulot. Faut arrêter aussi de faire de l'angélisme. François Boulot. C'est quoi le problème alors ? Vous pensez que c'est un problème, c'est parce qu'on ne lui a pas trouvé de travail ? Quel est le problème ? Moi, je ne le pense pas. Non, mais moi, je n'ai pas suivi cette histoire. Non, mais de manière générale, l'insécurité... Non, mais quel est le profil de celui qui a... Là, malheureusement, on a du mal à l'identifier. Mais en tout cas, on doute que ce soit un problème d'origine sociale. Enfin, je ne sais pas, à première vue, sortir comme ça un pistolet, je parle pas forcément d'origine sociale. Après un contrôle de police, tirer à battre de sang-froid un policier à bout portant. Vous pensez que le problème, il est social, là ?
Mais déjà, social, ça ne veut pas dire forcément l'origine sociale. Moi, je pense qu'on a énormément de souffrance, de désespoir dans la société parce que les gens n'arrivent plus à s'y insérer, parce qu'il n'y a pas de travail. Je donne simplement. On ne sait pas que c'est un manque d'autorité, tout simplement. Mais ça ne suffira pas. Il n'y a pas d'autorité sans consentement à l'autorité. Et donc, pour que les gens consentent à l'autorité, il faut que les règles soient vécues comme justes dans la société. Donc, il faut qu'on ait le sentiment que quand on veut travailler, on peut travailler. Ce qui c'est parce que derrière le travail, c'est des revenus, mais c'est la possibilité aussi de s'insérer socialement dans la société, d'avoir des liens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parmi ces délinquants, vous pensez qu'ils veulent tous travailler ? Mais après, si vous voulez qu'il y ait quelques Pardon, je me fais un peu l'avocat volontairement du diable, mais non, mais en fait, il faut raisonner. Finalement, on a un véritable problème aujourd'hui. Il faut raisonner en termes de système. Le système là ne marche pas parce que vous avez un chômage de masse avec 6 millions de chômeurs. Il y a que 300. C'est pas l'immigration. Non, mais attendez, je termine le raisonnement. Il y a que 300 000 emplois disponibles qui sont pas pourvus. Ça veut dire qu'il y a 5 700 000 personnes qui sont au chômage, pas parce qu'ils veulent pas travailler, parce que juste il n'y a pas de travail. D'accord ? Une fois qu'on a posé ça, et que si l'État demain résolvait cette crise-là du chômage et que tout le monde était au travail, on résoudrait déjà énormément de problèmes et il y aurait de manière générale beaucoup moins d'insécurité. Ensuite, évidemment, il y a ceux qui disent que l'immigration participe à cette insécurité. Ensuite, comme dans toute société humaine, évidemment, vous avez toujours des individus qui vont enfreindre les lois, qui vont être violents, et c'est bien pour ça qu'il faut une police, et une police qui va arrêter ces gens, et puis ensuite qu'il y ait une justice qui les condamne. Évidemment, ça, je dis pas le contraire. Et je dis bien que mais sur la mise en cause des gilets jaunes dans les forces de police, non, je ne l'admets pas parce que les gilets jaunes ont toujours, en tout cas moi, j'ai toujours fait la différence entre l'institution des forces de l'ordre. J'ai toujours d'ailleurs salué plutôt le travail des gendarmes en manifestation, qui étaient formés au maintien de l'ordre en manifestation. Et il y avait étrangement très peu de problèmes avec les gendarmes. L'énorme problème qu'il y a eu, c'est avec les BAC, qui n'avaient rien à faire dans les manifestations, strictement rien. Ils ne sont pas formés à ça, ils se comportent comme des cow-boys, et donc ils tiraient au LBD n'importe comment. Oui, mais pardon, ça des gilets jaunes, et là ça abonde plutôt en votre sens. Il n'y avait pas que des gilets jaunes, il y avait ce qu'on appelle des gens qui venaient de banlieue, pour certains qui n'étaient pas plus gilets jaunes que Bernard Arnault, François Pinault. Donc c'était peut-être eux, et comment faire la distinction entre ceux qui étaient réellement gilets jaunes ou pas, fallait bien quand même qu'il y ait un service pour avoir d'ordre. Participé quand même à beaucoup de manifestations gilets jaunes, la plupart du temps c'était quand même des gilets jaunes, les 30 qui ont été épargnés. Les casseurs, là pour le coup j'abonde dans votre sens, les casseurs de magasins, c'était des gilets jaunes ou pas ? On n'arrive plus à savoir. Écoutez, non. Alors, si vous voulez, il y a des gens dans ce pays qui sont tellement en colère qui pensent que de toute façon, pour se faire entendre, il faut casser. Moi, je suis pas d'accord avec cette stratégie. Je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Maintenant, si vous voulez, ça n'autorise pas, encore une fois, à tirer sur des innocents. Je suis désolé, les 30 qui ont été éborgnés ou qui ont une main arrachée, ce sont des innocents. Donc, il faut condamner les comportements de policiers quand ils sont illégaux, parce que personne n'est au-dessus de la loi, encore moins les policiers. Et de la même manière, condamner les actes de citoyens quand ils sont illégaux. C'est simple. La ligne, c'est la loi, c'est la paix, c'est la justice. Voilà. Pas de camp contre camp, de policiers contre gilets jaunes ou je ne sais quoi. Ça, c'est la diversion que les classes dominantes, évidemment, mettent en avant pour opposer des gens qui sont, au final, de même conditions sociales. François Boulot, auteur de ce nouvel ouvrage Pour reprendre le pouvoir aux éditions Qui Libèrent. On reste avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morizot. De nouveau dans Les Incorrectibles ce dimanche, toujours en direct avec notre invité, c'est François Boulot. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation puisque vous étiez déjà venu il y a 2 ans. On est ravis de vous recevoir à nouveau à l'occasion de ce nouvel ouvrage, Reprendre le pouvoir, donc un titre éloquent aux éditions Qui Libèrent. Alors je le disais, vous étiez avec, et d'autres bien sûr, Jérôme Rodriguez notamment, Maxime Nicole, Jacqueline Moreau, Priscilla Ludowski, Éric Drouet, encore Ingrid Levasseur, l'une des figures clés de ce mouvement des Gilets jaunes. D'abord, est-ce que vous êtes toujours en contact avec certains d'entre eux, là, des noms que je viens de citer ? Oui, bien sûr. Je suis notamment en contact avec Jérôme Rodriguez et Maxime Nicole. Il faut encore parler de lui. Il y a un acharnement contre sa personne, vous pensez ? Ou est-ce que parfois, sans... Contre Maxime Nicole ? Non, contre Jérôme Rodriguez. De toute façon, il y a un acharnement sur les deux, je dirais. Le procès... On ne sait pas qui tendait parfois un peu le flanc pour se faire critiquer ?
Ouais, mais je crois que c'est un peu facile, hein. On interprète toujours, je dirais, de manière un peu malhonnête leurs propos. Jérôme, c'est un type vraiment génial, hyper courageux. Et d'ailleurs, il a gagné son procès contre Gérald Darmanin, qui était vraiment un procès, mais une malhonnêteté, et notamment intellectuelle de la part de Darmanin, qui voulait juste se faire mousser, faire sa pub. Bah, c'est bien, ça lui a fait une mauvaise pub, c'est bien fait pour lui. Et puis ensuite, Maxime Nicole, écoutez, c'est quand même quelqu'un qui essaie de réfléchir par lui-même, qui essaie de se documenter. Alors oui, il a fait des erreurs. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même. Moi, je lui reconnais déjà cette honnêteté-là de reconnaître ses erreurs. Vous voyez, je pense que si dans notre société, on avait des gens qui reconnaissaient un petit peu plus leurs erreurs, qui acceptent de reconnaître quand ils se sont trompés et qui progressent, je pense que ça irait un petit peu mieux. Parce que, vous voyez, moi, j'en ai ras-le-bol qu'en l'état actuel, on soit dans une société maintenant qui est gouvernée par l'émotion, les indignations, les polémiques stériles en permanence. C'est la médiocrité qui s'est emparée de ce pays. Que ce soit des classes dirigeantes qui sont des incapables, mais aussi sur les réseaux sociaux, où on n'a que de l'émotion en permanence. Moi, j'en ai ras-le-bol, je veux revoir de l'intelligence. Je veux que l'intelligence inonde ce pays, ça veut dire des arguments rationnels. C'est pour cela que vous avez créé votre propre chaîne YouTube, c'est ça? Oui, bien sûr, avoir le temps de pouvoir discuter, parler, échanger des arguments. Moi, je veux bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Formidable que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Donnez-moi des arguments et on discute et il n'y a pas de problème. Et comme ça, on progressera ensemble. Mais arrêtons de nous envoyer des anathèmes à la figure et de condamner les gens comme ça. Ah, il a dit ça, donc c'est un débile. Bah non, je suis désolé. Il est comme tout le monde, parfois il se trompe. Et lui, au moins, il a le mérite de le reconnaître, voyez. Alors qu'il y en a beaucoup qui s'enferment dans leurs erreurs et qui les reconnaissent jamais. Vous considérez qu'il n'y a plus de véritable place pour le débat, la réflexion, selon vous, aujourd'hui à la radio, à la télévision? Non, c'est impossible. Mais de toute façon, le système médiatique a conduit à ça, a conduit les gens de toute façon à fonctionner à l'émotion. Quand je suis invité, je fais des débats, c'est 5 minutes de débat, on est interrompu toutes les 4 secondes. Et comment voulez-vous développer une analyse constructive, rationnelle, précise, détaillée, argumentée? C'est juste impossible. On amuse les gens avec des émissions de télé-réalité débiles en permanence. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aujourd'hui? Franchement, je pense que les gens intelligents. Non, mais je pense que tout le monde voit l'émission à laquelle je fais référence. Non, moi je pense que les gens intelligents, si vous voulez, ils se sont barrés, quoi. Moi, je pense qu'ils sont à la campagne, hein, parce qu'ils n'ont pas envie de participer à ça. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait, mais de l'état de déliquescence intellectuelle qu'il y a dans ce pays. Et les premières visées, évidemment, ce sont les dirigeants politiques, qui sont des incapables, des trouillards, des lâches, et qui, pour certains d'entre eux, sont des corrompus, qui ont trahi l'intérêt. Alors, qui en particulier? Allons-y, puisque... Qui le problème, c'est qu'au-delà de la classe dirigeante politique, qui, en fait, est très largement et notoirement incompétente, qui a rien compris. Nommément, qui? Mais nommément, mais on peut prendre tous les membres du gouvernement, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis tous ceux qui les ont précédés, tous ces gens sont nuls. Personne ne trouve grâce à vous. Mais non, mais c'est pour ça qu'on en est là. S'il y avait eu des gens intelligents et compétents, on n'en serait pas là. Et puis on a aussi toute une classe de hauts fonctionnaires. Alors je pense qu'il n'y a pas de problème, ils savent ce qu'ils font. Mais ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils ont trahi l'intérêt général, l'intérêt de la France, pour aller pantoufler en permanence et faire des va-et-vient dans les grandes entreprises du privé. Je veux dire, vous voulez un nom, je pense par exemple à Édouard Philippe, qui a été Premier ministre, puis avant qui travaillait pour Alstom. Et voilà, et on a des allers-retours. Mais c'est plus possible. Quand on est haut fonctionnaire, qu'on a des rémunérations très élevées, c'est des gens qui gagnent 15 ou 20 000 euros par mois, hein, dont on est en train de parler. Non, je suis désolé, on ne va pas dans le privé. Ça devrait être interdit. On travaille pour l'État, on dédie sa vie à l'État, et donc on ne va pas gagner des rémunérations dans des banques ou dans les grandes entreprises françaises. Ça, c'est fini. Et donc, si vous voulez, cet abaissement intellectuel, il s'accompagne d'une médiocrité morale, d'un affaissement moral aussi. Et c'est pour ça qu'on en est là. C'est pour ça que le clivage droite-gauche n'a plus aucun sens et qu'on est sur un clivage entre le peuple, c'est-à-dire les personnes sur lesquelles s'exerce le pouvoir, contre celles qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire la classe dominante. On est sur un clivage mondialiste-souverainisme. C'est ça aujourd'hui, le clivage? Oui, alors c'est Macron-Le Pen. Oui, mais alors je suis toujours embêté maintenant par ces étiquettes, parce que si vous voulez, moi je suis pour défendre la souveraineté, parce qu'effectivement, c'est le corollaire de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. Pour que le peuple soit souverain, il faut que l'État soit souverain. Sinon, il n'y a plus de souveraineté. Donc ça veut dire qu'entre Macron et Le Pen, vous choisissez Le Pen? Bah non, moi je choisis rien du tout. Pourquoi? Marine Le Pen, elle est plus du tout souverainiste. Elle veut plus sortir de l'euro. Elle veut plus sortir de l'Union européenne. Elle veut plus sortir de Schengen. Elle veut plus rien faire.
C'est formidable. Le système nous présente Marine Le Pen comme elle est l'antisystème. un petit peu plus souverainiste que ne l'est Emmanuel Macron. Un peu plus, plus vraiment. Puis d'ailleurs, vous voyez, même sur les questions d'islam, etc., a priori, Darmanin, il la trouve trop molle maintenant. Donc non, Marine Le Pen, elle s'est totalement normalisée. Elle est tout à fait prête à être adoubée par le système. Il n'y a pas de problème. Elle mènera la même politique économique que Macron parce qu'elle se soumettra, comme Macron, aux injonctions de la Commission européenne. Donc elle continuera les privatisations. Donc c'est quoi l'abstention que vous proposez ? Moi, si vous voulez, je fais juste le constat, je pense, comme des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, peut-être même des millions de Français. Je suis désespéré par l'indigence de notre classe politique. Je n'en peux plus. Et si vous voulez, qu'est-ce que je crois ? Je crois que du coup, quand on a affaire à ça, on ne peut plus déléguer, on ne peut plus leur faire confiance. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'empare nous-mêmes. Il va falloir prendre le taureau par les cornes. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, reprendre le pouvoir. Voilà. Et donc il va falloir élever son niveau de connaissance. Moi, on ne peut pas m'expliquer que quand je vois qu'il y a des émissions comme la vôtre, par exemple, qui font 3, 4, 500 000 vues, parfois même plus, pas m'expliquer que si demain, dans notre pays, on est 500 000, par exemple, à avoir un très haut niveau de connaissance, à savoir exactement les rouages du système, pourquoi ça bloque et pourquoi on ne peut pas faire autrement. Si on est tous conscients de ça à 500 000, on ne va pas m'expliquer qu'on ne peut pas changer la politique. Ça veut dire que là, parmi ce que j'appelle moi les résistants, c'est-à-dire au moins des gens qui ne sont pas uniquement dans la société de consommation, mais qui essaient de s'informer, ça veut dire que si on élève notre niveau de connaissance, alors on va pouvoir changer les choses. Mais pour ça, il faut être clair, va falloir se retrousser les manches et va falloir bosser. Il va falloir travailler. De la même manière que on se lève le matin pour aller travailler, il va falloir travailler la politique. Il va falloir travailler du coup l'économie. Il va falloir travailler les questions institutionnelles de l'Union européenne, de la démocratie. Oui, que pour devenir citoyen, on l'est peut-être de droit, mais pour vraiment exercer son pouvoir, il faut avoir de la connaissance. Alors va pour la critique, mais pour la proposition. Pourquoi vous ne vous engageriez pas, vous, personnellement, dans ce combat politique que vous dénoncez ? Mais précisément parce que, si vous voulez, le système aujourd'hui, il est tellement vérolé que vous ne pouvez pas l'intégrer. C'est impossible. Si vous voulez l'intégrer, vous êtes obligé de renoncer à toutes vos convictions. Comme je le disais, vous ne pouvez pas passer dans les médias quand vous tenez le discours que je tiens. C'est-à-dire que vous critiquez les dogmes économiques, vous critiquez l'UE, vous critiquez les médias et vous dites que la France n'est plus une démocratie. Le problème, vous avez compris quand je parlais de moi tout à l'heure, c'est pas de parler de moi, c'est les idées que je porte. Les idées que je porte, elles sont partagées par des centaines de milliers, voire des millions de Français. Elles ne sont quasiment jamais représentées dans les médias. Donc la question, c'est pas ma personne. La question, c'est que il y a personne du paysage intellectuel ou politique qui porte ces idées qui peut passer dans ces médias. Moi, je vois jamais Emmanuel Todd, je vois jamais Frédéric Lordon, je vois jamais Jacques Sapir, je vois jamais David Kella, je vois jamais. Je pense à elle parce que c'est une femme incroyable, Coralie Delhomme, qui nous a quittés il y a peu de temps malheureusement, mais qui était d'une intelligence rare et qui en plus humainement était formidable. Elle est jamais passée dans les médias mainstream. Mais c'est un scandale parce que si vous l'écoutez 10 minutes, Coralie Delhomme par exemple, si vous l'écoutiez, vous compreniez très vite qu'effectivement l'Union européenne c'est plus possible. Donc si vous voulez, quand vous avez un système médiatique qui met comme ça une chape de plomb, qui invisibilise tous les gens qui ont un discours alternatif, forcément que du coup l'opinion publique elle est totalement manipulée. Tant qu'on aura des JT qui vous parlent, si vous voulez, des inondations et puis de la famille Michu qui est partie faire du vélo, etc. Mais on s'en contrefiche de la famille Michu. On n'en a rien à faire. Ça va avoir sur un journal régional peut-être, mais sur les journaux nationaux, et parlez-nous des vrais sujets. Parlez-nous de la réforme des retraites et expliquez-nous que c'est l'Union européenne qui la dicte, qui la commande à la France pour faire des économies. Expliquez-nous que l'Union européenne, elle ne cesse de nous demander des réformes structurelles pour faire de l'austérité. Expliquez-nous tout ça. Puis après, comme ça, nous, citoyens français, on fera nos choix. Et je pense que si on était informés et qu'on pouvait faire nos choix de manière éclairée, on dirait, écoutez, non, nous, l'Union européenne, ça nous va pas là. On va reprendre notre souveraineté économique, parce qu'on en a ras-le-bol. Nous, on veut à nouveau recréer de l'emploi, avoir une industrie qui fonctionne. Puis accessoirement, votre truc de l'Union européenne face à la mondialisation, parce qu'on est trop petit et blablabla, c'est vraiment, ça marche super bien, parce que quand même, la dernière révolution qui a été faite sur le plan industriel, c'est quand même la révolution numérique. Merci, bien joué l'Union européenne. On est complètement passé à côté. Les États-Unis, la Chine, eux, il n'y a pas de problème. Ils sont de plein pied dans le 21e siècle. Nous, on est toujours bloqués dans le 20e et ils ont l'intention de continuer à faire la même chose. Parce que là, on a eu la crise du Covid. On va se retaper les mesures d'austérité pendant que Joe Biden aux États-Unis fait un plan de relance massif de type keynésien dans les infrastructures. Nous, on a l'Union européenne qui dit
non, nous, on va continuer l'austérité. Il y a même le FMI maintenant qui dit, attention, l'Union européenne, là, vous êtes en train de prendre des décisions qui sont des erreurs majeures, monumentales. Vous allez prendre 50% de séquelles en plus dans cette crise du Covid. Eh ben, on va les faire, les conneries. On va les faire parce que, notamment, une classe politique française qui a toujours, depuis 30 ou 40 ans, placé la construction européenne au-dessus des intérêts de la France et des Français. Si vous voulez, tant qu'on ne peut pas amener ce discours-là dans les médias mainstream, ça va être compliqué. Donc maintenant, il faut qu'on accentue la pression sur les médias. Moi, je propose prochaine manifestation, et il va y avoir des mouvements sociaux. Ça va arriver parce que la marmite, elle est en ébullition, elle va réexploser. C'est pas à l'Élysée qu'il faut aller, c'est devant les médias. La révolte sociale, c'est ça. Ça va arriver. Il faut aller devant les sièges des médias. Vous savez, Emmanuel Macron, juste avant les Gilets jaunes, il a confié qu'il avait senti le souffle chaud sur son cou des citoyens. Il sentait que ça commençait à tourner. Moi, je crois qu'il faudrait que les journalistes ils le sentent aussi un petit peu, qu'ils aient à nouveau un petit peu de pression, vous voyez, pour les rappeler à leur devoir déontologique. Alors, j'appelle absolument pas à la violence, mais à leur mettre la pression, à leur dire que ça suffit maintenant. Ça suffit de jamais inviter les personnes qui ont un discours alternatif. Ça suffit, quand vous les invitez, de toujours leur réserver un petit plateau totalement déséquilibré, où de toute façon le dispositif va être fait pour disqualifier ou discréditer cette personne-là. Non, refaites vivre le débat. Vous avez des arguments ? Eh bien, soyez loyaux. On va échanger ensemble sur les arguments et on verra à la fin comment les Français trancheront. Reprendre le pouvoir, c'est le titre du nouveau livre de François Boulot, qui est notre invité, qui est invité chez Sud Radio, ici, dans Les Incorrectibles. Restez avec nous, on en reparle encore un bon quart d'heure ensemble. À tout de suite. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morizot. Le temps passe vite, nous sommes toujours en direct dans Les Incorrectibles ce dimanche avec notre invité, c'est François Boulot, l'une des figures des Gilets jaunes dont on parlait évidemment moins ou qu'on voyait moins dans les médias. Alors vous aviez votre opinion là-dessus puisque apparemment vous étiez victime de censure ou même de pas d'invitation du tout, c'est ça ? Oui, enfin écoutez, moi j'ai passé du temps justement, je me suis sorti de l'actualité, j'ai travaillé, genre le livre, j'ai vraiment passé des mois à l'écrire. Mais il y a vraiment des émissions qui ont refusé de vous inviter ? Oui, par exemple, vous avez C'est à vous, qui est une émission quand même bien connue, qui a refusé et qui en plus a priori aurait expliqué à mon éditeur que non, quand même c'est un gilet jaune, donc non, on ne veut pas de gilet jaune. Donc c'est bien, vous voyez l'état du niveau journalistique français. Il y a déjà eu Sonia Mabrouk qui avait été décommandée du jour au lendemain. Vous voyez l'état du niveau journalistique français. On a eu un mouvement social quand même historique dans le pays et maintenant il ne faut plus en entendre parler. Vous pensez qu'il y a une censure dans les médias ? Oui, bien sûr, mais cette censure, elle est évidente. C'est le pouvoir économique qui détient les médias, qui détient. Vous avez 8 ou 9 milliardaires qui détiennent ces médias-là. Puis ensuite, vous avez un entre-soi journalistique. Les journalistes, ils appartiennent à la classe moyenne supérieure. Je la connais bien, j'en fais partie. Bon, les types, ils se croient gagnants de la mondialisation. Ils pensent qu'ils sont les gagnants des règles du jeu. Il faut les informer que ça ne va pas durer. Que déjà en 2018, vous avez des études qui expliquent que seuls les 1% ont gagné en pouvoir d'achat. Donc il y a 24% qui sont l'électorat Macron, qui sont les cocus de l'histoire, qui ont perdu. Et ça va continuer. Ils vont continuer à perdre ces gens-là. Donc il faudrait qu'ils se réveillent à un moment donné. Alors François Boulot, là, pardon encore de vous interrompre, mais bon, je le disais, votre livre s'appelle Reprendre le pouvoir aux éditions qui libèrent. Les mots, vous le savez, ont leur importance. Est-ce que vous iriez, comme certains n'hésitent pas à le faire, à employer le terme de révolution, d'appeler à la révolution? Il y en a qui vont jusque-là, quoi. Et les mots ont leur importance, c'est quand même assez grave. Mais il va falloir une révolution dans ce pays. De toute façon, la révolution va arriver en France. Ça c'est certain. Quand, comment, on ne sait pas. Et c'est bien le danger. C'est que moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez... quel type de révolution ? Voilà. Alors, c'est bien tout le problème, si vous voulez. C'est que il n'y a pas de révolution où le peuple gagnera au final si il n'y a pas un niveau de connaissance suffisant dans le pays. S'il n'y a pas une conscience de comment on fait autrement. S'il n'y a qu'un non qui s'exprime, ce sera le chaos. Il faut un oui. Le oui, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Quel est notre projet ? Quelles orientations économiques, politiques on veut donner au pays ? Ça peut produire une révolution. Mais pour ça, il faut donc élever le niveau de connaissance dans le pays. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre de manière la plus simple possible. Je traite des sujets compliqués, mais j'en parle de manière la plus simple possible pour que ce soit accessible. C'est pour ça aussi que j'ai fait ma chaîne YouTube Praxis. C'est pour essayer de donner accès aux gens à des concepts compliqués, à des explications qui, à la base, sont compliquées. Mais en réalité, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a que des gens qui ne savent pas expliquer. Alors forcément, les dirigeants politiques font que ça. Ce serait à eux de rendre accessibles ces pensées-là, mais ils font que de la langue de bois, des slogans, et ils rendent justement confus ce qui est simple. Donc on ne peut pas y arriver. Maintenant, si vous voulez, pour revenir à votre question,
il y aura une vraie révolution, c'est-à-dire une révolution où vraiment la France va, en quelque sorte, renaître de ses cendres, on va dire, et où le peuple français va retrouver sa souveraineté, et on va pouvoir à nouveau croire en la devise liberté, égalité, fraternité, quand les gens auront à nouveau élevé le niveau de connaissance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'arme la plus puissante des classes dominantes, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance. Voilà leur arme la plus puissante. Et d'ailleurs, ils s'appuient pour ça sur le langage. Ils n'arrêtent pas de nous mentir, de trafiquer la langue. Parce que si vous regardez les lois, par exemple, en droit du travail, c'est toujours loi de renforcement de la protection des salariés. Et puis quand on vient casser, donc ça, on casse les droits des salariés, donc ça ne renforce pas leur protection. Quand on vous fait des réformes pour casser les budgets dans les services publics, etc., on dit que c'est des lois de modernisation. On voyait à quel point on trafique le langage en permanence, on le manipule pour essayer de maintenir les gens dans l'ignorance. Et puis ensuite, on contrôle les médias, puis on fait diversion, comme je le disais tout à l'heure, en parlant de la famille Michu, etc. Et si vous voulez, il faut donc... On a un nouvel espace de liberté qui s'appelle Internet. On a accès à la connaissance. Il y a des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui s'informent par Internet parce qu'ils ont compris que de toute façon, il faut éteindre la télévision, ça ne raconte que des conneries. Bon, et élevons vraiment notre niveau de connaissance. Ne nous situons pas juste dans... je suis dans le bon camp, je suis dans le camp des contestataires. Non, ça suffit pas. Il faut que tous on progresse. Peu importe son niveau. Le problème, c'est pas le niveau qu'on a. Le problème, c'est la dynamique de progrès. Faut qu'on bosse. Moi, je dis à tous les gens qui nous écoutent là, et si on se mettait un défi, on lit 3 livres tous à la fin de l'été là. On a tous lu 3 livres à la fin de l'été, et ensuite on en discute. Je suis certain que pour la campagne présidentielle, si on est capable ensuite d'échanger sur l'économie, sur les institutions, sur l'Union européenne, si on a tous ça en tête, alors on va faire progresser le niveau de conscience de manière phénoménale dans le pays, et peut-être que ça aboutira à autre chose, parce que la révolution, elle va, en tout cas les mouvements sociaux, la révolte, elle va arriver peut-être pendant la campagne présidentielle, peut-être après. Mais en tout cas, ça va se produire parce que la colère, elle est plus que jamais présente dans le pays. Alors, vous parlez de 2022, justement. On pensait que la crise des Gilets jaunes signerait en tout cas la mort politique d'Emmanuel Macron. Mais finalement, il a plutôt quand même réussi à tirer son épingle du jeu, sauvé peut-être par une autre crise, celle du Covid, qui a mis fin à toute possibilité de rébellion. Ça vous a quand même surpris, cette remontée de cote de popularité entre ces deux crises? Parce qu'elle a eu lieu quand même, cette remontée de cote. Quel est votre avis sur le sujet? Je crois que c'est conjoncturel. Très franchement, j'accorde pas trop d'importance à ça. Je pense que la crise a été tellement soudaine et brutale au début. Alors, en tout cas, il s'est sorti de cette crise des Gilets jaunes. Vous pensez qu'il va survivre à la crise de la Covid? Non, mais je crois pas. En plus, je pense vraiment que, très franchement, si j'avais un pronostic à faire, aujourd'hui, c'est plutôt de penser que c'est Marine Le Pen qui va gagner. Si c'est Macron-Le Pen au deuxième tour, je pense qu'on sera plus proche d'une victoire de Marine Le Pen. Je pense que les gens en ont ras-le-bol. Je pense qu'ils sont prêts à voter n'importe quoi pourvu qu'ils pensent que ça va changer. Bon. Moi, je mets en garde. Ça ne changera pas. Ce sera pire. Ce sera pire parce que économiquement, Marine Le Pen, ce serait pire qu'Emmanuel Macron. C'est pareil, c'est brun bonnet, bonnet brun, c'est pareil, c'est la même politique économique, donc on va continuer à aller dans le mur, on va continuer à s'effondrer. Le seul moyen de se sortir de ça, de tous les problèmes qu'on a, vous parlez d'insécurité, le moyen de sortir de l'insécurité, on ne sortira pas de ça si on ne remplit pas les frigos pour les gens. Il y a trop de pauvreté, on est à dépasser le cap des 10 millions de pauvres. Mais vous vous rendez compte, dans une des plus grandes puissances du monde, on a 10 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Comment c'est possible ça? Quand dans le même temps, vous avez les 1 et les 0,1% les plus riches qui n'arrêtent pas de se gaver. Donc, on ne pourra pas continuer et on ne pourra pas se sortir du chaos dans lequel on se dirige si on ne reprend pas la main économiquement. Et donc pour ça, il faut une logique de rupture avec l'Union européenne. Donc Marine Le Pen, si vous voulez, c'est pas plus une solution que Macron. Mais donc si vous voulez, moi ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a un système politique et économique qui pourrait faire valoir la coopération et le bonheur pour tous? Ce serait quoi, l'altermondialisme? Non, c'est pas ça. Je crois ce serait trop compliqué de résumer avec une étiquette. Je crois, si vous voulez, que en l'état, en tout cas, on est donc dans un système capitaliste. Et le capitalisme, par essence, va produire des inégalités. Ça veut dire qu'il faut mettre de la régulation. Le sujet majeur, c'est de la régulation. Et comment on fait de la régulation? C'est par l'État. Parce que la démocratie, ça n'existe que dans un seul cadre qui s'appelle la nation. Il faut se détacher de l'Union européenne. Mais, oui, en tout cas, on ne peut pas rester dans l'euro, on ne peut pas rester donc là, vous partagez l'analyse de Florian Philippot, par exemple? Mais de plein d'autres. Dans les politiques, vous en avez plein. Il y a Philippot, il y a Asselineau, il y a Mélenchon, il y a Dupont-Aignan. Il y en a, mais après, moi, j'écoute surtout les intellectuels. Vous avez des gens comme David Kayla, Coralie Delhomme, vous avez Emmanuel Todt, vous avez Frédéric Lordon, vous avez Olivier Berruyer. Enfin, vous en avez plein. Même Piketty et Thomas Porcher aussi viennent sur ces positions très critiques sur l'Union européenne. Parce que le constat, c'est qu'il n'y aura pas d'Europe fédérale.
il faut arrêter avec ce rêve-là. Ça ne va pas arriver. L'Europe, en fait, l'Union européenne, elle va tuer la France si on continue. Et il y a un rapport de la Deutsche Bank. La Deutsche Bank, c'est pas, Jean-Michel du bistrot. C'est la Deutsche Bank qui explique que dans les 10 ans, si on continue, c'est l'ère du désordre là qui va s'ouvrir et que la pire erreur serait de reproduire les orientations qu'on a faites par le passé. C'est exactement ce qu'on est en train de faire dans l'Union européenne. Donc, ce qu'il faut comprendre pour les gens qui sont encore attachés au rêve européen, moi je ne suis pas contre l'Europe dans l'absolu, simplement l'Union européenne, elle va crever, elle va mourir, elle va imploser d'elle-même. Donc, sauvons ce qui peut encore l'être sauvé, reprenons nos souverainetés économiques, c'est-à-dire que chaque nation reprenne sa souveraineté économique, ce qui ne nous empêche pas après de coopérer sur des sujets, notamment comme la transition écologique. On peut tout à fait coopérer. Faisons des projets industriels, comme on avait su le faire pour Airbus. Faisons ça. Mais arrêtons là de nous ligoter économiquement avec une situation où, du coup, on a une industrie française qui a été complètement détruite et tout simplement parce qu'on ne se met pas en concurrence avec des pays comme la Pologne où, tout simplement, la concurrence, contrairement à ce que disent les traités, non, elle n'est pas libre et non faussée. Elle est libre, mais totalement faussée, la concurrence. Enfin, je veux dire, il faut interpréter les textes au regard de ce qu'ils produisent dans la réalité. La réalité, c'est que la concurrence qui nous est faite, elle est totalement déloyale. Et ça a créé une paupérisation des classes populaires et des classes moyennes dans notre pays. Et c'est pour ça qu'on a un chômage de masse. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut des gens qui travaillent. Ben, si on veut des gens qui travaillent, voilà, faut sortir de l'Union européenne parce que tant qu'on ne reprend pas les leviers économiques, ces leviers économiques-là, on ne le fera pas. Donc on peut après continuer à être dans une fausse conscience, à se mentir, à être dans le déni. Continuons. Et puis la France va continuer à se déliter, à se diriger dans le ravin, tout droit, et on ne s'en sortira jamais de ça. Vous êtes optimiste quand même pour l'avenir, François Boulot ? Bah, j'ai envie de l'être parce que très franchement... Parce que là, vous écoutez, on est plutôt... Je sais bien, mais franchement, j'ai envie de l'être parce que j'ai envie de croire qu'il y a encore beaucoup de gens dans ce pays qui ont envie de le sauver, qui ont envie d'en revenir aux fondamentaux de la démocratie. Et je crois qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce pays. Très franchement, hein, je suis comme tout le monde. Hein, oui, je suis un peu désespéré. Mais quand je lis des commentaires intelligents, et j'en lis beaucoup, sur la chaîne YouTube notamment, sur Facebook, j'en lis quand même des commentaires. Bah, à chaque fois que je lis un commentaire intelligent, vous voyez, une analyse construite, une analyse argumentée, ça me redonne de l'espoir. Vous voyez, là, ça me redonne de la motivation et à nouveau, la flamme brûle et je me dis, on peut encore le sauver, ce pays, il n'est pas mort. Mais il va falloir se bouger, se dépêcher parce que plus le temps passe et plus effectivement les chances de le sauver s'amenuisent. On a beaucoup parlé, beaucoup ont cité le terme de dictature sanitaire avec cette situation donc, du Covid. Cette crise, elle a donné le champ libre à la restriction de nos libertés au nom de la santé, selon vous ? Bah, je crois que ce sujet, il est délicat parce que, sans rentrer dans le détail, on a été obligé de prendre des restrictions sanitaires. Tous les pays du monde l'ont fait. Tous les pays du monde l'ont fait, donc tout simplement pour une raison simple, hein, c'est que sinon les hôpitaux pouvaient pas accueillir les patients en réanimation, et on le voit dans d'autres pays où vraiment les hôpitaux ont été encore plus submergés qu'en France. Donc malheureusement, ça nous est tombé dessus. Je crois pas qu'il y ait un complot, si vous voulez, là-dessus, tout simplement parce que les capitalistes, pour beaucoup d'entre eux, ils y ont perdu quand les usines étaient fermées. Maintenant, il est vrai que vous avez des restrictions qui sont incompréhensibles, qui sont totalement incohérentes. Moi, je pense notamment aux commerçants. Franchement, c'est un scandale d'avoir fermé les petits commerces. C'est un scandale absolu. Dire que quand on vient de m'expliquer qu'on a des transports en commun qui sont bondés en permanence, mais les commerces, on aurait pu mettre des règles, des protocoles, etc., pour que pas trop de personnes en fonction de la surface du magasin. Bon, non, ça c'est pas sérieux. De la même manière, le masque en extérieur, très franchement, on nous a toujours pas démontré l'efficacité de cette mesure-là. Donc c'est vrai qu'il y a une facilité assez déconcertante des dirigeants politiques et notamment d'Emmanuel Macron à avoir restreint nos libertés. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'on a une dynamique qui est inéluctable. Tant qu'on sera bloqué dans le néolibéralisme, alors les restrictions de liberté vont s'accentuer. C'est ça qui m'inquiète. Parce que, à mesure que la situation économique et sociale se dégrade, le pouvoir perd en légitimité et donc il n'a pas d'autre choix que d'imposer ses volontés par la contrainte et par la force. Et je prends toute une série d'exemples sur la liberté d'expression, sur la liberté de la presse, sur la liberté de manifester, etc. Toutes ces libertés sont attaquées dans les dernières années, tout simplement parce que le mécontentement monte dans la population à cause de la situation économique et sociale et que le pouvoir reste inflexible et il veut continuer d'imposer sa politique par la force. Donc c'est une spirale
infernale de dérive autoritaire à laquelle on assiste. Et je prends l'exemple notamment de la Chine avec le passeport citoyen, où on note les citoyens et en fonction de s'ils ne traversent pas au passage piéton ou s'ils critiquent le gouvernement, ils ont des sanctions, ils ne peuvent pas prendre l'avion, ils ne peuvent pas accéder à un crédit, etc. Je dis que c'est le risque vers lequel on va. En gros, la société de surveillance technologique qui avait été décrite notamment par George Orwell dans son roman 1984, elle est à portée de technologie en 2021, au XXIe siècle. C'est ça qui est très inquiétant par les téléphones, par les caméras intelligentes. On peut collecter toute une série de données. Ce qui veut dire que le nouveau totalitarisme qui menace, c'est pas le totalitarisme du XXe siècle avec le fascisme et les exécutions sommaires. C'est une société d'hypersurveillance où chaque individu qui sera considéré comme divergent parce qu'il ne penserait pas comme la masse, alors serait totalement ostracisé socialement, ne pourrait plus avoir accès à un logement, à un crédit, etc. C'est ça le risque qui nous menace. Donc évidemment, à un moment donné, lançons un appel, mais disons à tous les amoureux de la France et de la démocratie, il va falloir se réveiller. Et pour ça, il va falloir travailler. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François Boulot, d'avoir accepté notre invitation dans Les Incorrectibles. On rappelle donc la sortie de votre dernier livre, Reprendre le pouvoir, aux éditions Qui Libère. Merci à Quentin Cabanis à la réalisation, à Laura Pierre qui m'accompagne également au digital, à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Toutes nos émissions qui sont d'ailleurs disponibles, je le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro. Ce sera la semaine prochaine, comme d'habitude, à 13h, avec Philippe Devilliers à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, Le jour d'après, chez Albin Michel. Très bonne journée à l'écoute des programmes de Sud Radio.